Et aujourd'hui, gros plan sur l'armée française avec cette enquête inquiétante sur les nouvelles recrues de la Grande Muette, souvent mal informées sur la réalité militaire française, de nouveaux soldats très vite désabusés, parfois traumatisés par les horreurs des conflits et qui peuvent aussi déraper. C'est le constat que vous faites toutes les deux, Justine Brabant et vous, Leïla Mignano, dans votre nouveau livre « Mauvaise troupe, la dérive des jeunes recrues de l'armée française », publié aux éditions des Arènes. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes toutes les deux journalistes. D'abord, comment avez-vous eu l'idée de mener cette enquête? Est-ce que vous avez perçu un malaise, justement, en écrivant différents articles, notamment? Alors en fait, on avait travaillé, on avait travaillé ensemble en 2016 sur les accusations de viol qui visaient les soldats de Sangaris, donc en Centrafrique. L'opération Sangaris. Exactement. Et en parallèle de ça, il y avait toutes ces affiches de recrutement qui s'affichaient un peu partout, ces messages qui faisaient un peu rêver, où on promettait un peu l'aventure, une guerre un peu de jeux vidéo, etc. Et on a eu envie d'aller de l'autre côté du miroir, en fait, d'aller voir quelle était la réalité de la vie des jeunes recrues français. Et puis on voulait, je pense, partir de ce paradoxe qui est qu'avec l'opération Sentinelle, je pense qu'on n'a jamais autant vu l'armée française dans nos rues. L'opération Sentinelle, il faut le rappeler pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est cette opération mise en place par François Hollande après les attentats de janvier 2015. En 2015, qui a toujours cours aujourd'hui et qui mobilise à peu près 10 000 soldats par jour dans nos rues. Donc on les a jamais autant vus probablement sur le territoire français, mais je pense qu'on les a peut-être jamais aussi mal connus également, nos soldats, ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, vous en parliez à l'instant, Leïla Mignano. Pour recruter, l'armée fait appel à des agences de communication extérieure, notamment Havas. Et pour donner envie à ces jeunes femmes et ces jeunes hommes de s'engager, eh bien, il y a des clips. Et on va regarder l'un d'entre eux, justement, de l'armée qui vise donc à recruter. Regardez. Je suis un soldat. On compte sur moi. En tête sur tous les fronts. Un rôle sur tous les théâtres. Je suis guidé par la confiance et je fais corps avec les miens. En défendant la France, je m'ouvre au monde. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats et cadres. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. Ah voilà, on comprend que cela donne envie de s'engager, des valeurs, un air d'aventure aussi, vous le disiez tout à l'heure, sauf que la réalité est tout autre. Et c'est ce qu'on découvre dans votre livre, la désillusion est souvent très grande. Et notamment, vous avez suivi des gens, des jeunes recrues, via les réseaux sociaux. Alors ça, c'est assez incroyable. Des jeunes recrues qui disent à peu près tout ce qu'ils font. C'est un rêve pour un journaliste, un accès direct comme ça. Oui, peut-être pour un journaliste, un cauchemar, je pense, pour leur commandement, qui n'arrive pas du tout à maîtriser ça. En fait, les réseaux sociaux, pour nous, c'était intéressant parce que ça permet d'ouvrir, je pense, pour la première fois, la porte de la chambrée, comme on dit dans les casernes, pour voir comment ils vivent concrètement, pour constater que parfois, ils s'ennuient beaucoup ou qu'ils sont épuisés de toutes ces patrouilles sentinelles, pour constater aussi que, par exemple, ils continuent de consommer de la drogue, alors que théoriquement, ils ne devraient pas. Et puis surtout, pour se rendre compte de qui c'est, en fait, ces jeunes de 18 ans. Alors, ils se sont engagés, on nous disait là dans ce clip de campagne, pour des belles valeurs. Bon, en fait, en réalité, ce dont ils témoignent surtout, c'est qu'ils sont contents d'arrêter d'être au chômage. Ils ont trouvé un poste. C'est souvent des jeunes en situation d'échec. On a des chiffres, on a un peu des études là-dessus sur le profil type de ces jeunes recrues. Alors du coup, sur le nombre de chômeurs, non. Ce qu'on a comme chiffre, c'est pourquoi ils s'engagent. C'est-à-dire qu'ils remplissent un questionnaire, en fait. En arrivant, je me suis engagée pour défendre la France, parce que j'avais pas de travail, etc. Sauf que bon, évidemment, ces questionnaires-là ne reflètent pas forcément la réalité. En premier, dans ces questionnaires, on arrive sur les valeurs de la France, mais on interviewe, nous, un sociologue militaire qui nous dit qu'en réalité, c'est bien plus pour trouver un emploi. Donc du coup, la jeunesse chômeuse, en fait, la jeunesse chômeuse de France est une cible privilégiée. D'ailleurs, on le voit dans les clips, c'est 400 métiers. Là, on vous offre 15 000 formations. C'est des emplois comme si il en pleuvait, comme s'il suffisait de traverser la rue pour en trouver un. Ce n'est pas vraiment le cas, justement, et c'est là que le bas blesse, en tout cas pour ces jeunes. Ils se rendent compte, comme vous le disiez, qu'il y a beaucoup d'ennuis. L'opération Sentinelle les use énormément. D'ailleurs, il y a des chiffres sur les jeunes qui partent, vous les évoquez, et ce serait peut-être lié, c'est une hypothèse que vous faites, justement,
à l'usure qu'ont ces jeunes de faire les 100 pas en étant dans cette opération Sentinelle, à tourner en rond aussi? Ça peut paraître paradoxal. J'ai parlé d'ennui et puis en même temps on disait qu'ils étaient déployés en OPEX qui pouvaient être épuisantes, mais ce paradoxe il est vraiment là, il est au cœur du quotidien des soldats. Il y a une part d'ennui et en même temps quand ils sont déployés, que ce soit en Sentinelle ou en opération extérieure, il y a aussi cette usure physique. Et oui, certainement ça aboutit à des départs et notamment à des désertions parce qu'on consacre tout un chapitre au cas des déserteurs. Il y en a à peu près 2000 par an et ça sonne d'un autre âge presque, mais aujourd'hui c'est toujours le cas et quand ils défilent devant les tribunaux, ils expliquent notamment que c'est à cause de ce quotidien très difficile. Alors il y a un passage dans votre livre, plusieurs passages même qui se concentrent sur l'opération Sangaris, en Centrafrique, on en a déjà parlé. Et là on découvre des jeunes militaires qui arrivent là-bas, pas du tout préparés à ce qu'ils vont vivre et qui souvent sont traumatisés. Je pense qu'effectivement, on a des jeunes qui sur Facebook disent c'est bon, c'est parti, prêt pour la guerre, avec des petits smileys, aussi, etc. Voilà. Je quitte le bonnet parisien pour la casquette, comme s'ils partaient sur une plage des Caraïbes, etc. Alors qu'ils arrivent dans un conflit armé d'une violence extrême où on se bat à l'arme blanche et où ils ne sont pas du tout préparés à ça. Donc du coup, ils ont eu, pour certains, ils sont partis dans l'urgence en fait. Donc du coup, des formations très courtes. Même je pense que c'est le commandement, d'ailleurs il l'a avoué par la suite, n'est pas préparé, ne comprend pas bien la situation, à ce qui se passe sur place. Donc des petits jeunes qui arrivent là et qui ne sont pas encadrés du tout. Et avec, du coup, comme conséquence des exactions sur les civils, puisqu'on documente plusieurs cas, grâce à des enquêtes internes qui ont été menées dans l'armée, notamment un cas de torture et un cas d'homicide. Et puis, ils sont aussi victimes eux-mêmes sont blessés par tout ça, en plus pour certains de commettre des exactions, puisqu'ils reviennent avec des taux de choc post-traumatique les plus élevés des dernières opérations extérieures de la France, plus élevés même que ceux qui reviennent d'Afghanistan. On va revenir justement sur ces dérives, ces dérapages. Vous parliez du cas de torture, de l'homicide également. Alors, il y a des enquêtes de l'armée, mais l'armée préfère rester assez silencieuse sur ces cas. Préfère régler ses affaires elle-même. Bien sûr, en famille. Bien sûr, sur le cas de torture, par exemple, qu'on détaille, en fait, alors certes, il y a eu une enquête interne à l'armée qui a été menée, mais d'une part, il a fallu en fait les espèces de remords un peu tardifs d'un des soldats qui, 2 ans après les faits, a parlé, sinon on n'en aurait jamais... Le fils d'un général, si je me souviens. Fils d'un général, qui peut-être à ce titre a été écouté, d'une part, et puis d'autre part, certes, il y a une enquête interne, mais l'enquête judiciaire, elle, parce que bien sûr, ils sont tenus de transmettre aussi le dossier à la justice, du point de vue pénal, l'enquête judiciaire, elle, n'a pas du tout avancé et même les gendarmes n'auraient pas retrouvé la principale victime alors que nous, on est allé à Bangui et on l'a trouvée. Ce qui est très bien, je trouve, dans votre enquête, c'est que vous allez des deux côtés, en fait. Vous prenez le témoignage de ces recrues, justement, de ces soldats, mais également, vous allez voir ceux qui ont été victimes. Il y a aussi ces femmes que vous allez voir, parce qu'il y a aussi cette prostitution des jeunes qui arrivent et qui, avec quelques sous, rien presque, ou alors du pain, vraiment quasiment rien, force un peu ces très jeunes femmes à se prostituer parce qu'elles n'ont rien et qu'elles doivent manger en fait. Tout à fait. On raconte ce qu'on appelle la prostitution de survie, donc une prostitution qui est difficilement consentie. Quand on vous propose un rapport sexuel contre une bouteille d'eau ou comme contre une ration de combat, on ne peut pas parler de consentement réel. On est face à des populations dans un pays en guerre, dans des femmes qui sont déplacées de guerre, qui ont des familles à nourrir, etc. Et donc du coup, ces soldats-là, ces jeunes soldats-là qui disent « on fait la belle vie quand même », les sollicitent. Donc comme nous en France, je sais pas si... La belle vie sur le dos de la misère en fait. Exactement, c'est comme ça qu'ils disent. On était les rois du monde puisqu'on avait une arme et donc du coup ils se baladent comme ça dans le camp de réfugiés et ils sollicitent des jeunes femmes qui sont là pour vendre de la nourriture, etc. Et le retour en France est parfois rude. Il y a aussi tout ce passage sur ces recrues devenus braqueurs. Exactement. Donc ça, on a souvent parlé en France du syndrome du choc post-traumatique, donc de la dépression, des addictions, mais on n'a jamais parlé, à ce qu'on a pu voir, de ceux qui passent à l'action. Ceux qui ont besoin de retrouver cette adrénaline en fait des combats qu'ils ont perdu puisqu'ils ont quitté l'armée après une dépression, après avoir bu de l'alcool ou pris de la drogue, etc. Et donc du coup, ils vont s'embarquer dans des opérations de braquage. Et donc au début, on pensait on a trouvé un, on s'est dit ah c'est une surprise, puis finalement on en a trouvé 2, puis 3, puis on s'est rendu compte que c'était pas un cas seulement isolé.
Comment ça s'est passé, vos relations avec l'armée durant cette enquête? Je crois que ça a été un peu compliqué. Oui, on a eu peu de relations avec l'armée finalement, puisque quand on les a sollicités en bonne et due forme pour avoir des autorisations de reportage, on nous a dans un premier temps dit oui, et puis dans un second temps dit non, en s'apercevant que nous étions les deux personnes qui avions déjà écrit des reportages, notamment sur les accusations de viol en Centrafrique, donc on sait qu'on est blacklisté entre guillemets. Donc on a dû, du coup, nous, pour accéder à nos informations, y aller par d'autres chemins. Et puis quand on a, bien sûr, par principe, envoyé toutes nos questions à l'armée à la fin pour recueillir leurs réactions, comme ça se fait, on nous a répondu sur certains points que ça nous dire de telles choses, nous exposer, rentrer dans le cadre de la loi sur la compromission du secret défense, qui est une espèce de nouvelle mode un petit peu en France. C'est un peu une menace, en fait, pour être très clair. C'est de l'intimidation. Nous, en tout cas, on l'a perçu comme ça. Est-ce que des militaires ont déjà réagi à votre livre? Il est sorti il y a 3 jours, je crois. Vous voulez dire l'institution en tant que telle? L'institution d'abord, et ensuite des militaires peut-être qui vous ont contacté via les réseaux sociaux? Alors pas encore, il y en a certains qui veulent nous rencontrer, effectivement, dans les jours qui viennent, donc certainement peut-être pour ajouter leurs paroles à celles qu'on a déjà récoltées. Et sur Facebook, s'il y a des militaires qui nous ont contactés aussi. Mais l'institution n'en a pas du tout réagi pour le moment. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, votre enquête de l'état de l'armée française? Moi, j'ai dit que c'était inquiétant, réellement. Et vous, quelle est votre analyse, vous qui avez mené justement ce travail? Elle est inquiétante en cela que l'institution refuse de prendre en charge en fait les jeunes qu'elle envoie au casse-pipe. C'est très inquiétant, c'est-à-dire qu'on leur vend du rêve avec des images comme ça, comme léchées, comme dans un clip de pub ou de jeu vidéo, mais on les envoie au casse-pipe. Ce sont des agences de pub qui le font. Ensuite, on les envoie au casse-pipe et quand ils reviennent, bousillés, détruits, etc., on ne les prend pas en charge. Certains doivent ramer pour avoir droit à la pension militaire. Certains donc finissent en prison alors qu'ils devraient finir sur le canapé d'un psychologue, etc. Donc la responsabilité de l'institution est très lourde en fait. C'est en ça que c'est inquiétant, je pense. C'est un désastre pour vous, justement, là, cette opération Sentinelle, toutes ces recrues aussi qu'on a... Alors l'opération Sentinelle, de toute façon, les militaires disent ça nous a mis à genoux. Après, peut-être qu'on s'expose à un désastre sans vouloir donner dans l'alarmisme. Le désastre qui court, c'est si jamais on n'écoute pas, on finit pas par écouter ces paroles qu'on rapporte, et si effectivement, d'une part, on les prend pas, on prend pas soin de nos militaires aussi, parce qu'ils ont besoin qu'on en prenne soin. Ça, c'est important aussi, hein, justement, je rebondis là-dessus, mais les jeunes recrues, quand elles arrivent, qu'elles sont envoyées justement à droite, à gauche, c'est souvent dans des conditions assez catastrophiques. Hein. Voilà, pas de douche, des moisissures partout sur les murs, enfin dans des endroits assez insalubres. Alors bien sûr, c'est l'armée, ils ne s'attendent pas à arriver dans des 4 étoiles, mais quand on nous dit, c'était limite plus difficile pour moi en France, les conditions matérielles, qu'en opération extérieure à l'étranger, on était dans une insalubrité telle, c'est effectivement problématique. Donc je pense, juste pour terminer, je pense qu'à la fois il faut en prendre soin de ces jeunes, et aussi le deuxième rôle de la hiérarchie, c'est de les sanctionner quand il y a des exactions qu'on peut retracer, quoi. Et aucune de ces deux choses n'ont été faites à notre connaissance sur les cas qu'on documente. Et je peux vous demander justement la phrase d'Emmanuel Macron que vous citez à la fin? Je pense que ça oui, tout à fait. On le citait, il était interrogé par une jeune burkinabé lors d'un voyage à Ouagadougou qui lui demandait des explications sur la présence de forces françaises au Burkina Faso. Il a répondu: la seule chose que vous devez faire avec les militaires français, ce sont les applaudir. Merci à vous deux d'être venus. Votre nouveau livre, Mauvaise troupe, est publié aux éditions des Arènes.